Bienvenue dans Apprentissage et pratique éclairée, le podcast où la recherche en sciences cognitives rencontre le terrain. Dans chaque épisode, je donne la parole à des chercheurs, des chercheuses en sciences cognitives, mais aussi à des enseignants et enseignantes, des formateurs, des formatrices, des conseillers et conseillères pédagogiques et plus largement à celles et ceux qui font vivre l'éducation et la formation au quotidien, y compris dans le numérique éducatif. Ensemble, on explore ce qui aide véritablement les élèves et les apprenants à apprendre. Des pratiques pédagogiques fondées sur des preuves, la formation continue et l'accompagnement des professionnels, l'évaluation d'impact des dispositifs pédagogiques, mais aussi les usages du numérique vertueux. Bref, c'est un espace de dialogue pour comprendre, expérimenter et également construire d'une certaine manière l'éducation et la formation de demain, de manière éclairée. Aujourd'hui, je vous propose des éclairages du terrain à travers des échanges très instructifs avec Aneva Lebourdet, ingénieure de formation et ingénieure pédagogique. Grâce à sa formation à la neuroéducation, elle applique aujourd'hui non seulement des recommandations issues de la recherche en sciences cognitives dans ses pratiques, mais elle accompagne également les professionnels de la formation et de l'enseignement à la mise en place de ces leviers éprouvés scientifiquement. Dans cette discussion, elle va nous en dire plus sur les éclairages en sciences de l'apprentissage qu'elle cite elle-même appropriés, avec des exemples concrets de méthodes, d'outils, de raisonnements à avoir quand on construit des expériences d'apprentissage. Et vous pourrez vous-même expérimenter ces leviers et ces recommandations à la suite de cet épisode. Bref, plein de conseils à découvrir grâce à ce témoignage très pratico-pratique. C'est parti! Merci Alice pour cette invitation et puis bonjour à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Donc moi je suis Aneva Lebourdet, je suis ingénieure de formation et ingénieure pédagogique. Je me suis spécialisée en neuroéducation après avoir suivi le cursus de Steve Masson proposé à l'Université du Québec à Montréal. Et mon métier au quotidien au sein de Apprenance Digitale, l'agence de learning design que j'ai fondée, c'est vraiment d'agir comme un partenaire stratégique pour les organisations, que ce soit les établissements de l'enseignement supérieur, les organismes de formation ou les entreprises. Voilà, donc quand ces organisations ne veulent plus laisser l'efficacité pédagogique au hasard, voilà, je peux les accompagner pour challenger leurs dispositifs ou en concevoir de nouveaux. Et j'en suis arrivée là avec un profil un peu hybride, un pied dans les sciences cognitives pour vraiment comprendre le fonctionnement naturel du cerveau, comment est-ce qu'on va traiter, stocker, récupérer une information en mémoire. Et puis un autre pied très terrain, dans l'ingénierie de terrain, avec auparavant un parcours de formatrice, de responsable pédagogique, etc. dans un OF. Donc aujourd'hui, mon quotidien, c'est d'accompagner des services de formation pour les aider à répondre un peu à une question du type, parmi tout ce qui existe en termes de tendances pédagogiques ou d'outils numériques, quel choix on doit faire pour réellement soutenir la montée en compétences de nos collaborateurs. On peut aller directement dans le vif du sujet. On va pas mal parler de problèmes, mais rassurez-vous, chers auditeurs et auditrices, on va aussi parler de solutions. De par ton expérience, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un certain nombre de dispositifs de formation, de structures, d'OF peinent encore à produire des apprentissages durables, alors qu'ils vont avoir l'expertise et parfois même des outils assez divers et variés? Alors, ça me semble vraiment une question nécessaire, voilà, qui est vraiment nécessaire de se la poser. C'est une question assez subtile parce que c'est vrai que moi, ce que j'observe en tout cas, c'est des équipes L&D vraiment engagées, qu'on envie de faire au mieux, avec de nombreux outils. Aujourd'hui, on a plutôt l'embarras du choix et ça peut être un vrai embarras d'ailleurs, hein, des outils, des techniques qui sont vraiment performants. Donc voilà, c'est clairement pas un manque d'envie, en tout cas, je ne l'identifie pas, mais j'ai le sentiment que voilà, on est encore souvent victime d'un héritage méthodologique, dans le sens où on va traiter la formation comme un événement ponctuel.
on crée une journée de formation sur un sujet ou on crée un module e-learning pour traiter et répondre à un besoin de monter en compétence des collaborateurs. Et en faisant ça, en fait, on perd de vue que l'apprentissage, c'est un continuum et qu'il faut passer par différentes étapes dans le processus pour pouvoir vraiment ancrer, enfin déjà développer et puis ensuite ancrer une compétence durablement. Et c'est vrai qu'on veut juste, quelque part, parce que du coup, c'est ça, je pense, le principal problème, soigner l'expérience de la formation. On va engager beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur l'esthétisme, sur le contenu, échanger avec les experts terrain, bien sélectionner le contenu. Et pourtant, grâce à la recherche en sciences cognitives, on sait à quel point l'activité du participant, son engagement cognitif, ça va être des points clés, en fait, pour qu'il puisse apprendre. Le risque, voilà, c'est d'avoir quelque chose de très séduisant, mais qui va laisser l'apprenant assez passif. Et puis, quand on va vouloir évaluer en fin de formation les acquis, on va proposer des tests qui vont souvent être sur les connaissances mémorisées. Donc, vraiment, le je sais, mais le je sais ne suffit pas à évaluer le savoir agir. Voilà, lorsque la personne va aller sur son. J'utilise, quoi. Voilà, est-ce qu'elle va J'utilise. utiliser? Est-ce que ça va modifier quelque chose? Est-ce qu'elle va pouvoir incorporer ces nouvelles notions à ce qu'elle faisait déjà? Et ça, c'est quand même un enjeu dans les organismes, enfin les entreprises que j'accompagne, c'est ça qui est attendu à la fin. C'est pas simplement que la personne ait fait la formation, qu'il y ait des choses qui bougent, qui s'améliorent ou qui disparaissent en termes de mauvaises pratiques à l'issue de la formation. Donc vraiment, la formation, pour moi, c'est que le début de l'apprentissage. Et il faut penser à toutes les stratégies de réactivation voilà, au-delà du jour J. Parce que sinon, notre cerveau, il a quand même une formidable capacité à trier et à oublier l'immense majorité des informations qu'il reçoit chaque jour. Donc voilà, c'est pas que les équipes font mal les choses, mais elles vont souvent soigner le contenu au détriment de vraiment l'expérience d'apprentissage. J'ai l'impression que là, ce que tu dis, c'est que c'est pas tant les intentions, elles sont bonnes, mais le raisonnement et la manière de se poser les questions est peut-être pas tout à fait le bon et en tout cas dans la bonne direction, quoi. Oui, complètement, je te rejoins. Souvent, j'entends des personnes qui vont dire: «Je vais leur apprendre telle et telle Mmh. chose». Et donc là, souvent, hop, déjà, je mets un petit stop en disant: en fait, on ne peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un parce que la définition très, très biologique, de l'apprentissage, mais c'est quand même des créations, modifications, consolidations des connexions neuronales. Et ça, on va pas Mmh. pouvoir aller le faire dans le cerveau des Bien participants. Donc, sûr. ça montre aussi tout de suite que c'est eux qui vont devoir activer des Ouais. choses pour que la neuroplasticité puisse se faire. Donc, c'est toujours Ouais. l'apprenant qui apprend. Et Mmh. nous, on est au service pour faciliter, pour accompagner, pour guider, etc. Mais l'apprenant est le point central, en fait. Et on ne Mmh pourra rien mh. faire sans lui. Quelqu'un qui ne veut pas apprendre, on ne peut pas lui apprendre de force, quoi. On va parler, un peu plus précisément de l'apport des sciences cognitives. Est-ce que tu peux, justement, expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça change concrètement, dans la manière de concevoir, des dispositifs d'apprentissage pour adultes, avec et sans sciences cognitives? Qu'on puisse bien comprendre, la valeur ajoutée tant dans le design, la manière dont on se pose les questions, mais aussi sur, l'output quoi, la finalité. Qu'est-ce que ça va apporter à la fois finalement à celui qui conçoit et qui imagine ce dispositif d'apprentissage et à celui qui apprend? Qu'est-ce que ça change? Un peu tout, en fait. Et quand on parlait tout à l'heure des déclics, voilà, Ouais. que certaines personnes que je rencontre vont avoir quand je les sensibilise à ces sujets-là. Moi-même, comme pour beaucoup de ces personnes-là, il y a vraiment un avant et un après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris beaucoup mieux le processus d'apprentissage, ça devient absurde de Mmh. concevoir les choses autrement. Donc vraiment, la neuroéducation, alors le terme, il peut faire un peu savant, mais c'est pas du tout abstrait en fait, c'est vraiment une boussole qui va guider les arbitrages pédagogiques. Donc en fait, c'est très très concret et ça va tout colorer. Donc je peux donner des exemples. Déjà, ça permet, et ça me semble extrêmement important, de passer d'une envie de proposer ça ou d'une prédiction que ça devrait bien fonctionner, une forme d'intuition,
à des choses qui ont été démontrées scientifiquement. On Oui. a aujourd'hui des méta-analyses, des protocoles de recherche, on compare des approches pédagogiques et on peut avoir vraiment des effets très probants. On sait que telle approche va être plus efficace que telle autre. Donc, pourquoi s'en priver, évidemment. Donc voilà, ça permet de sortir un peu des modes ou des habitudes, hein. Et puis d'avoir des repères, par exemple, vraiment se poser la question, bah voilà, quel pilier de l'apprentissage j'active à ce moment-là, quand on est éveillé à l'importance déjà de l'attention, quand on sait que par nature, l'attention humaine, elle est sélective et volatile, on ne peut pas humainement demander à qui que ce soit d'être parfaitement attentif pendant un cours de 2 heures. C'est impossible. Voilà, naturellement, notre cerveau ne peut pas faire ça. C'est pas de la mauvaise volonté. Donc, comment est-ce qu'on respecte les capacités du cerveau pour pouvoir, dans son cours de 2 heures, parce qu'on ne va pas non plus mettre les étudiants en pause tous les quarts d'heure, hein, on sait que l'attention, c'est à peu près 15 minutes à l'âge adulte, etc. Mais comment est-ce qu'on renouvelle, comment est-ce qu'on change d'angle, comment est-ce qu'on change d'approche, comment est-ce qu'on fait un temps qui vient rompre la monotonie pour pouvoir de nouveau capter l'attention, les faire participer, leur poser une question contre-intuitive, etc. pour vraiment, de nouveau, oui, happer leur attention et puis après la maintenir durablement. Ça change aussi considérablement le regard qu'on pose sur les contenus. Je passe mon temps à dire, et voilà, dire qu'il faut élaguer, épurer, trier les essentiels. Souvent, je dis avec beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire que les personnes ont vraiment envie d'être très généreuses, de faire passer beaucoup de messages. Sauf que notre cerveau a une capacité limitée pour traiter les informations et il faut vraiment faire le tri dès le début en se disant quels vont être les essentiels, les messages clés, avec quoi on veut vraiment que les personnes repartent. Et ces points-là, on va faire en sorte de vraiment les rendre saillants par toute l'ingénierie pédagogique qu'on va déployer dans le dispositif. Ça amène aussi à avoir beaucoup de vigilance sur les supports, alors que ce soit des outils numériques ou même simplement des slides qu'on va créer pour soutenir la parole du formateur. Comment est-ce qu'on les utilise vraiment au service aussi de l'apprentissage pour qu'ils viennent faciliter l'encodage et pas que l'apprenant dépense ou gaspille même une grosse part de son énergie cognitive à comprendre ce qu'on attend de lui, comprendre ce qu'il doit regarder sur la slide, ce qui va être important à mémoriser parmi toute cette masse d'informations. Voilà, déjà. On aurait besoin de 3 heures de podcast pour pouvoir, tous, effectivement les énumérer et donner des exemples je pense que c'est, parfois ce qui peut être un peu déroutant justement quand on a découvert, toute cette densité de littérature et de leviers très concrets, voilà, qu'on peut utiliser avec un certain niveau de preuve. On peut avoir l'impression aussi qu'il y a beaucoup de choses à transformer dans ces pratiques et que voilà, ça peut être lourd. Et donc c'est vrai que peut-être qu'il y a un peu la notion d'y aller par étapes. Effectivement, d'abord, considérer, la partie sur l'attention, ensuite se demander dans quelle mesure on met en posture active. Après, un petit peu plus tard, on peut commencer à se demander: «Tiens, mais dans un parcours, un peu plus exhaustif, est-ce qu'il y a de la récurrence, de la répétition?» Et c'est vrai que je pense que ça, c'est des considérations quand tu l'as pas testé une première fois, ça peut être difficile aussi de voir la plus-value. Mais en tout cas, c'est génial, tu as donné vraiment plein d'exemples. Et pour donner un repère, voilà, pour être très, très pragmatique aussi pour les personnes qui écoutent, je pense que si on commence à s'intéresser voilà, à ce sujet-là, les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene sont déjà une base extrêmement solide. Donc s'intéresser à l'attention, l'engagement actif et le feedback, on y reviendra peut-être dans notre échange, en liant bien les deux, et penser consolidation mémorielle. Si on a déjà sécurisé ces 4 aspects, c'est déjà très, très bien. Peut-être là aussi, si tu peux un petit peu nous faire un espèce de topographie, si je puis dire, des grands enjeux, auxquels sont confrontés les équipes formation et les ingénieurs pédagogiques dans les organisations. Donc ça peut être lié à voilà, à plein de problématiques différentes, mais quelles sont celles auxquelles toi tu es davantage confronté, là, en ce moment, on va dire, les raisons pour lesquelles on te sollicite? Alors, un problème fréquent, ou une tension en tout cas, qui apparaît assez fortement, je dirais, c'est au niveau
Ouais, vraiment de la temporalité. C'est-à-dire que ce qu'on est en train d'expliquer, depuis tout à l'heure, apprendre, c'est un processus, un continuum, ça demande du temps, ça demande d'y revenir à plusieurs reprises. Donc on est vraiment sur un temps long pour lequel on a besoin de répétition, de sommeil, de pause, etc. Mais dans les entreprises, le business, c'est quand même tout un temps court. Il faut être réactif, il y a des besoins immédiats qui apparaissent, problèmes, solutions à mettre en place. Voilà, donc, il y a comme ça vraiment une tension entre la volonté de bien faire et la capacité à proposer une réponse très rapidement à un Mmh. problème important. Donc, est-ce qu'on fait du contenu vite? Mmh. Est-ce qu'on peut se permettre de se donner les moyens de le faire bien? Et en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans du contenu qui va être rapidement prêt? Et est-ce Mmh. que c'est pas du coup vraiment une dépense plutôt qu'un investissement si on le fait comme ça? Ouais. Donc, ouais, ça, c'est vraiment des problèmes, des tiraillements que je ressens au niveau des équipes. L'actualité, c'est aussi quand même un peu les surstimulations technologiques qui créent des tensions, des questionnements. Voilà, quels outils on utilise. Il y a évidemment l'IA qui est rentrée Mmh. massivement dans nos usages, je veux dire, et personnels et professionnels. Plein d'outils auteurs qu'on utilisait en tant qu'ingénieur pédagogique depuis longtemps, inclus désormais aussi de l'IA. Et dans les promesses marketing, voilà, on dit facilement que en 3 clics, la formation est prête et qu'il n'y a plus besoin d'ingénieur pédagogique. Voilà, on donne un PDF de contenu et on obtient une formation idéale et sur mesure. Le risque, oui, évidemment une perte de contrôle de la qualité pédagogique. Si on veut gagner du temps et qu'on s'appuie complètement sur les propositions faites par les outils, quelle place il reste pour l'esprit critique, Mmh. quelle place voilà, pour vraiment définir avec justesse le besoin justement d'apprentissage. Et ça, pour moi, c'est la personne voilà, du pôle L&D qui connaît son contexte, les collaborateurs, les enjeux de l'entreprise, etc. C'est pas une IA préconfigurée qui pourra apporter une réponse fine sur ces enjeux-là. Mmh mh. Donc évidemment, il ne faut pas rejeter non plus. Voilà, je suis très aussi technophile, hein, j'utilise au quotidien les outils. Donc c'est pas du tout à rejeter, mais vraiment quand même un point de vigilance, je pense, sur le fait que ça reste des assistants Mmh. au service de son intention pédagogique. Donc il faut avoir là aussi une intention très claire, des connaissances très claires pour pouvoir rester responsable et sécuriser les propositions qu'on va pouvoir faire. Mmh. Euh, Et puis peut-être aussi quand même, allez, si je peux rajouter un autre point, Oui, bien sûr. euh, un enjeu, je dirais aussi de posture. C'est important, je pense, que les pôles formation dans les entreprises soient vraiment vus comme des partenaires de la performance. Voilà, on sait que la formation, c'est une obligation, il y a une obligation de formation, etc. Mais les contenus, voilà, le côté, ça revient peut-être un peu à ce que je disais avant, mais il faut un module, il faut une formation. Parfois, c'est même pas la bonne solution. Mmh. C'est pas ça qui va venir traiter le problème organisationnel qui est constaté dans les services. Et donc pour ça, je pense que c'est important que les acteurs de la formation aient la possibilité de dire non à une demande si elle n'est pas pédagogiquement pertinente. Et là encore, je pense que les sciences cognitives peuvent aussi apporter des arguments forts pour justifier en fait une nuance, une contre-proposition. Voilà, on va pouvoir s'appuyer sur des choses rationnelles, scientifiques, qui peuvent permettre aussi un éclairage complémentaire Mmh. de ceux que vont avoir les autres décideurs de l'institution, quoi. C'est vrai que je pense que les sciences cognitives, quand on est outillé et armé avec ces arguments scientifiques, et ben, on se sent en plus aussi en capacité de venir challenger, des demandes et voilà et proposer, des choses différentes, plus vertueuses et peut-être même, heu, innover davantage. En tout cas, faire preuve, peut-être d'un petit peu plus de capacité à en termes d'innovation, pour moi, il y a vraiment créer, faire un pas de côté, prendre des risques et je pense qu'effectivement avoir ces connaissances-là, ça peut le permettre. Peut-être si tu as un exemple d'un écueil assez courant, dans, des parcours, digitaux que tu as pu, traiter, diagnostiquer à plusieurs reprises? Alors, je pense que l'une des principales croyances que je rencontre,
c'est le fait de penser que le digital, ça favorise forcément l'engagement. Parce qu'en fait, Ouais. Mmh. ça peut venir aussi déjà d'une méconnaissance de ce qu'on met dans un langage sciences cognitives derrière l'engagement Mmh. actif. Il va y avoir des personnes qui partent du principe que c'est du e-learning, donc les apprenants, ils sont actifs. De toute façon, il faut qu'ils Mmh. cliquent sur les boutons. Donc, ils ont des choses à faire. Et en fait, non, c'est pas ça qu'on appelle l'engagement actif en sciences Mmh. cognitives. L'engagement actif, c'est pas de l'activité physique. Voilà, donc cliquer n'est pas un garant de l'engagement actif. On parle vraiment d'engagement cognitif, c'est-à-dire est-ce qu'on amène la personne à réfléchir, à raisonner? Est-ce qu'on peut lui faire traiter des situations problèmes, peut-être basées sur des scénarios réalistes et proches de son contexte de travail? Est-ce qu'on lui donne le droit à l'erreur, de tâtonner? Voilà, parfois si on fait un quiz en disant là, du coup, on met des activités, il y a un quiz, certes, mais parfois sur les 4 propositions, il y a 2 leurres qui sont plutôt humoristiques, et le troisième très improbable. Voilà, donc si quelqu'un qui n'a pas suivi la formation peut déjà répondre au quiz, qui est pourtant normalement le quiz de fin de formation, on a un vrai problème d'alignement. Ouais. Alors qu'un quiz bien conçu peut être vraiment un outil qui valide réellement de la La compréhension, compréhension. des capacités d'analyse, etc. Donc voilà, c'est pas le quiz en lui-même qui est à rejeter. Par contre, créer une bonne question de quiz sur un point essentiel de la formation, des leurres plausibles qui s'appuient sur des erreurs, des croyances fréquentes avant d'avoir été formé, et formuler pour chacun des leurres un feedback riche, détaillé, qui explique pourquoi il s'agit d'un leurre, ou pourquoi c'est la bonne réponse, pour pouvoir vraiment aussi proposer un feedback, quelle que soit la proposition retenue par l'apprenant, ça prend du temps. Voilà, chaque question Ouais. quiz à élaborer, ça prend du temps. Euh, mais en même temps, c'est nécessaire parce que si on ne le prend pas, ce temps-là, on va avoir des participants qui sont victimes de ce qu'on appelle l'illusion de maîtrise. Ils ont bien lu tout le module, c'était clair, c'était fluide, ils sont contents, voilà, c'était agréable de C'était suivre. ludique. Parfois c'était même très ludique, Ouais. voilà, en mode escape game, ils ont trouvé les indices, ils ont résolu l'affaire. Mais finalement, le fond du message, il ne reste pas grand-chose. Ou alors, ils ont le sentiment qu'ils ont lu plein de choses, Mmh. mais pour autant, comment ils vont pouvoir exploiter ça par rapport à leurs tâches quotidiennes, c'est un grand flou, et là encore, on le laisse à la guise, à la liberté d'action du collaborateur. Et je pense que tout ce qu'on... Je trouve ça intéressant aussi de se dire que on s'assure, de manière, voilà, un peu présupposée, que si on met toutes les chances de notre côté dans le design, de l'expérience d'apprentissage, alors a priori l'impact sera dû à ça. Peut-être, on peut se diriger vers, des pistes de solutions et là amener vers, justement des leviers, pédagogiques, réellement efficaces que toi tu as encore une fois l'habitude, de mobiliser ou en tout cas, de rendre préhensible auprès, des acteurs, de la formation avec qui tu travailles. Qu'est-ce que toi tu as tendance, voilà, à soit, conseiller, parce que c'est des choses où tu sais qu'à force, en plus du niveau de preuve scientifique, ça a toujours eu des effets, très positifs, dans les structures que tu as accompagnées. Ou alors peut-être au regard de ce qu'on s'est dit sur l'intelligence artificielle, est-ce que là, il y a deux trois garde-fous prioritaires que tu aimerais partager? Dans la mesure du possible, puisqu'après, voilà, chaque dispositif d'apprentissage s'ancre dans un contexte spécifique, etc. Mais je pense que ça vaut toujours la peine de se demander si il y a la possibilité d'inclure dans le dispositif d'apprentissage la réalisation. Alors, ça peut être un livrable, en tout cas, d'une action de terrain, quelle qu'en soit la modalité. C'est vraiment en lien avec ce que tu disais, hein, la mesure d'impact, etc. Euh, comment est-ce qu'on tisse vraiment des liens entre ce qui se passe dans la modalité de formation, présentiel, hybride, e-learning, peu importe finalement, et le poste de travail? Comment est-ce qu'on guide la personne? Ça peut être vraiment plein de choses, hein. Ça peut être un journal de bord à compléter, ça peut Mmh. être une tâche professionnelle avec une phase d'analyse réflexive. Mais comment est-ce qu'on le guide pour qu'il fasse des liens, effectivement, que voilà, il n'y ait pas d'un côté la formation et de l'autre côté mon travail.
Donc l'accompagner dans ses premiers pas d'application de la formation dans son contexte. Voilà, ça pour moi, ça fait complètement partie aussi de la conception du dispositif d'apprentissage. On ne peut pas s'arrêter Mmh. à l'étape vraiment formation. Qu'est-ce qu'on propose de faire et comment est-ce qu'on va accompagner, évaluer, mais pas dans le sens sanctionner, mais voilà, guider aussi et soutenir le savoir agir durablement dans son flux de travail. Euh, En plus, voilà, autre vertu de cette même proposition, quand on explique dès le début aux apprenants qu'il va y avoir cette tâche finale, bah, clairement, ça crée un fil rouge où ils comprennent aussi ce qu'ils voient en formation, ils écoutent les éléments de la formation en étant déjà en train de les challenger par rapport à ce que eux vont avoir à faire en mission professionnelle. Donc tout ça, ça vient aussi colorer l'analyse qu'ils vont pouvoir mener sur les éléments de contenu qui leur sont présentés. Ouais, la posture un peu réflexive, sur, tout ce qu'ils sont en train d'engranger, ouais. Alors, un autre axe qui est assez lié finalement, ou en tout cas on peut assez facilement lier les deux, pour moi aussi, c'est tout ce qu'on va pouvoir construire pour favoriser la métacognition. La métacognition, c'est vraiment la capacité, enfin développer la capacité de pouvoir réfléchir à ses propres processus de pensée, observer comment on apprend. Et je trouve que c'est vraiment très puissant quand on pose des questions métacognitives. Alors là aussi, le terme, on peut faire quand même très recherche, mais non, ça ne nous concerne pas. Voilà, on est des acteurs de terrain, mais au-delà des mots, en fait, un exemple très concret, par exemple, en phase de démarrage de formation, ça peut être d'amener les participants à se demander, qu'est-ce que moi je sais déjà sur ce sujet qui peut m'aider ou me freiner dans la formation qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on amène chacun à réactiver des connaissances antérieures, enfin, une sorte d'état des lieux de ce qu'ils ont déjà eu l'occasion de découvrir sur les sujets du jour. Et puis, ça va permettre de faciliter aussi la création de ponts, en fait, entre ce que je savais déjà, mais qui était peut-être erroné, et ce que je savais déjà et les nouvelles informations complémentaires qui vont arriver. Et plus on tisse des liens entre différentes informations dans le cerveau, et plus la mémorisation durable va pouvoir être facilitée. Mmh. Voilà. Bâtir sur du connu est plus facile que de partir de zéro. En cours de formation aussi, par exemple, je ne sais pas si on parle très concrètement une formation une formation de manager sur gérer les conflits en équipe. Alors, on peut proposer et échanger ensemble pour détailler une stratégie. Mais une autre question métacognitive, ça pourrait être de demander aux participants quelle autre stratégie vous pourriez utiliser si la méthode qu'on vient d'évoquer ne fonctionne pas. Et là, c'est pareil, en fait, c'est des questions qui vont solliciter les fonctions exécutives, enfin, ce qu'on appelle la flexibilité cognitive, pour être capable de passer d'une stratégie à une autre, sortir d'une stratégie qui ne fonctionne pas, parce que s'ils sont en situation, ils tentent la stratégie A, ça ne fonctionne pas. Est-ce que je la refais 3 fois de suite, ou est-ce que je peux faire un pas de recul, passer en revue un catalogue d'options parmi lesquelles il va falloir hiérarchiser et trouver celle qui peut être la plus pertinente dans l'instant présent, avec ce collaborateur-là, qui a cette personnalité-là, etc. Euh, et puis, en fait, la métacognition, ça peut aussi renforcer le sentiment d'auto-efficacité parce que Mmh. c'est l'apprenant lui-même, en fait, qui trouve des alternatives, et peut-être des anciennes choses qu'il avait entendues dans d'autres formations, et hop, ça va réactiver. Et c'est vrai que quand tu évoques, tous ces leviers, souvent quand, on les fait découvrir justement à des, très néophytes, dans le domaine des sciences cognitives, ça va leur paraître relativement trivial et c'est ça que je trouve génial. Bah, justement, ça vous paraît simple et trivial et là vous êtes en train de vous dire: «Ça relève presque du bon sens». Bah, pourquoi on le faisait pas justement? Pourquoi on le faisait pas avant? Et je trouve que ça rassure beaucoup sur la capacité à le reproduire et à tenter. Parce que parfois, plus le levier a l'air, complexe et éloigné de notre expertise ou, des ressources dont on dispose, plus, bah, ça va freiner notre capacité à vouloir s'en servir. Donc je trouve ça bien aussi de dire que c'est des choses qui sont préhensibles, qui sont aussi des universaux et qui peuvent fonctionner dans de très nombreux contextes. Là, on parle de la formation pour adultes, mais en fait, en classe, chez des petits, bah, ça marche aussi très bien, de se poser toutes ces questions autour de la métacognition. Tout ce que tu as évoqué, en tout cas, on se dit assez simplement: «Bah, tiens, dans un dispositif que je suis en train de construire, dont je fais le séquençage actuellement, je me rends compte qu'il manque peut-être des éléments, de ce type-là».
Et puis on sait que la métacognition, ça aide vraiment aussi à développer la capacité à apprendre en continu, quand on commence Oui, à avoir ces réflexes d'analyse, etc. Parce que la formation, ça aussi c'est important je pense, de garder en tête, c'est pas que ce qu'on propose comme étant officiellement la formation. La formation, c'est partout, c'est tout le temps, c'est la veille professionnelle, c'est la c'est conversation utile implicite, à la pause café, bien l'échange sûr. de petites Ouais. techniques, voilà. Donc ça permet aussi d'accompagner les collaborateurs pour qu'ils développent leur propre autonomie en ayant un petit peu plus conscience que, ah bah tiens, voilà, ça c'est des choses qui viennent nourrir ma propre réflexion et que je vais pouvoir mobiliser dans mon contexte, quoi. Peut-être si on fait on va se diriger vers la conclusion de cette discussion, mais si tu as peut-être des choses à partager en termes peut-être de vigilance à avoir vis-à-vis de toute cette grande diversité, ce foisonnement de solutions technologiques, de LMS boosté à l'IA, où on peut avoir le sentiment que ça va être soit on voit le verre un peu à moitié vide et on se dit ah bah ça va venir remplacer en fait une expertise, soit verre à moitié plein en se disant bah tiens ça va vraiment me permettre de gagner du temps, voire même ça va me permettre de hyper personnaliser des choses que je n'arrivais pas à personnaliser. Quelle vigilance et quel esprit critique on peut avoir vis-à-vis de cet effet baguette magique de ces solutions. C'est intéressant, je trouve, la manière dont tu as posé la question parce que je trouve que ça résume bien en parlant de verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Je trouve que ça démontre tout de suite que, en fait, l'outil, il est là. Mais bah, est-ce qu'on va le voir sous l'angle à moitié vide ou à moitié plein? Bah, ça dépend vraiment de la raison, en fait, du pourquoi on pense que l'outil est intéressant pour répondre aux besoins et aux problèmes auxquels on est confronté. Donc vraiment l'outil par le message que je martèle, qui me tient profondément à cœur, il est au service d'une intention pédagogique. Mm. L'outil numérique, c'est un véhicule, on va dire, mais c'est pas du tout le moteur de l'apprentissage. Donc, parmi tout ce foisonnement que tu évoquais, des outils, on va pas pouvoir les lister ou les challenger un à un dans notre temps d'échange Mm, aujourd'hui, mais mm. c'est vrai que je pense que c'est important d'avoir des grilles de lecture, des grilles d'analyse pour comparer, pour savoir si cet outil vaut la peine de rentrer dans notre escarcelle ou pas. Premier axe dans cette grille de lecture, pour moi, c'est ce qu'on va appeler la charge cognitive extrinsèque. C'est-à-dire que toute l'énergie cognitive que l'apprenant va devoir mobiliser pour comprendre le fonctionnement de l'outil, la navigation, qu'est-ce qui est attendu, si je prends le cas d'un module e-learning, où est-ce que je dois cliquer, quand est-ce qu'il se termine tout simplement ce module, est-ce que j'ai fini, est-ce que j'ai pas fini, toutes les interfaces, enfin voilà, tout ça, enfin, il y en a beaucoup voilà, dans ces outils numériques qui vont mobiliser cette énergie cognitive et cette énergie, elle va du coup être perdue par rapport à la quantité d'énergie dont on disposait, qu'on pouvait mettre entièrement au service de Mm. l'apprentissage. Là, on a vraiment un gaspillage. Donc pour moi, le bon outil, c'est l'outil voilà, qui se fait oublier, c'est l'outil qui est invisible, l'outil qu'on comprend de manière très, très intuitive, l'outil qui est guidant. Voilà, si on sait où on doit aller, comment on doit y aller, c'est parfait. Et il ne doit absolument pas parasiter l'attention. Voilà, on va avoir des effets. Allez, je ne citerai pas d'outils, je ne joue pas sur les choses négatives, mais des effets en fin d'activité, on en voit beaucoup, hein, des outils où il y a musique, jingle, cotillons qui pleuvent sur l'écran, et en plus qui pleuvent sur le feedback qui est censé être là pour nous donner une information particulièrement utile, puisque le feedback, c'est le troisième parmi les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene que je citais tout à l'heure. Donc on est sur un moment important d'ancrage, de consolidation, en disant oui, bravo, c'est ça. Mais en même temps, on ne veut pas que la personne ait réussi l'activité par hasard. Peut-être qu'elle a Mm. répondu un peu comme ça, voilà, et elle a bon. Donc là, c'est vraiment un moment où il faut lui réexpliquer pourquoi elle a bon, en quoi c'est intéressant pour qu'elle ancre durablement. Et on sait que le feedback positif augmente nettement la probabilité que la personne réponde de nouveau S'en bien à rappelle. l'avenir. Voilà, libère de la dopamine, donc ça aussi c'est important pour la motivation. Donc voilà, en gros, ce feedback positif, il est super intéressant en soi. Et on va avoir plein d'outils qui le noient parmi des effets spéciaux de réponses qui tournicotent, musique Mm. d'ambiance et compagnie. Donc ça, c'est non. Voilà, clairement, dans ce que je décris là, on est sur quelque chose qui est complètement rédhibitoire pour moi. Pour aider aussi les auditeurs, je me permets de citer les critères d'ergonomie cognitive proposés par Bastien et Scapin. Euh,
On en a 8, si je dis pas de bêtises, qui donnent vraiment déjà une grille de lecture extrêmement... Alors, elle n'est pas simple parce que voilà, ça prend en compte énormément de choses, mais en tout cas, qui guide vraiment l'analyse qu'on peut faire d'un outil numérique. Ça, je pense que c'est un bon point de repère. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, est-ce que cet outil, il surcharge ou est-ce qu'il va vraiment être facile à utiliser? Parce qu'en même temps, voilà, il faut vraiment pas les rusher, les outils numériques. Ils nous permettent aujourd'hui de faire des choses que soit on pourrait pas, ou alors en tout cas, ce serait extrêmement compliqué de les faire de manière manuelle, à l'ancienne. Je prends un exemple tout simple. On a des outils numériques qui vont proposer des flashcards. Des flashcards, des petites cartes, une question ouverte, et puis la personne fait l'effort de chercher à structurer la bonne réponse pour répondre à la question qui lui est proposée. Simple à créer, simple à utiliser pour l'apprenant, et là on est vraiment sur un amplificateur d'une stratégie pédagogique forte, ce que tu disais, voilà, l'espacement, comment on reprend un rythme expansé des informations essentielles de la formation, et deuxième allié de l'apprentissage, c'est que ça favorise la récupération active. C'est plus cognitivement exigeant de traiter une flashcard que de répondre à un quiz, parce que dans le quiz, on peut avoir le problème qu'on se souvient, en fait, quand on voit la réponse apparaître, ça nous rappelle qu'on avait vu ça, mais on n'aurait pas forcément su le retrouver si on n'avait pas ces indices que représentent les propositions. Voilà, donc la flashcard, c'est un bel outil pour voir si la personne a vraiment bien mémorisé voilà, ce sur quoi on la questionne. Et aujourd'hui, on a des flashcards qui s'appuient sur des algorithmes qui vont calculer à quel rythme il est pertinent de proposer la question aux participants en fonction du fait qu'elle ait bien répondu la dernière fois quand la flashcard a été proposée ou qu'elle se soit trompée. Donc, voilà, ça permet de Du faire ce temps qu'on qui appelle s'écoule. l'adaptive learning. Voilà, et Ouais. c'était il y a combien de temps? Voilà, donc en fait, on peut faire un deck, voilà, un lot de flashcards commun pour tous les participants d'une formation, mais dès qu'ils vont commencer à les manipuler, eh bien, ça va se personnaliser et ils vont avoir quelque chose qui correspond à leurs propres difficultés pour pouvoir consolider les points faibles. Il y a une mode un peu présente, un peu trop présente à mon goût, de la vidéo pédagogique, de la formation sous forme de Ouais. vidéo, alors que ce soit on enregistre l'expert qui parle ou on crée une vidéo pédagogique. Par exemple, des outils d'IA comme Notebook aujourd'hui peuvent créer des petites vidéos pédagogiques. On donne le PDF et on obtient quelque chose. Voilà. Moi, j'allumerais un warning à ce niveau-là aussi. Il faut quand même avoir conscience, et c'est important que la vidéo pédagogique, enfin les vidéos d'une manière générale, sont un format qui surcharge extrêmement vite. La parole, ça va vite. Face à un texte écrit, on peut relire, on peut reprendre une phrase, on peut s'arrêter un peu plus sur les mots. La vidéo, c'est vraiment un flux de parole. Et pourtant, c'est assez plaisant. On aime bien regarder la télé. Enfin voilà, on voit bien que si on sonde les apprenants, ils vont dire ah bah oui, un format vidéo, c'est quand même plus agréable que du textuel. Humain. Ouais. Voilà. J'ai l'impression que effectivement, il y a quelqu'un derrière l'écran si on a Ouais. si on a filmé l'intervenant ou l'expert. Mais en termes d'apprentissage, en soi, c'est quand même très insuffisant. Et donc, si on veut utiliser de Ouais. la vidéo, il y a quand même beaucoup de garde-fous, de durée de vidéo, de manière dont on vérifie la compréhension, de lexique peut-être qu'on va mettre à disposition parce que ça peut manquer de clarté les propos de l'expert, selon son propre niveau de connaissance sur le sujet qui est traité dans la vidéo. Et puis on parlait de l'IA, là aussi, avant de créer une vidéo, ça pouvait être un petit peu complexe d'un point de vue technique. Aujourd'hui, voilà, on a des avatars humains, humanoïdes, je ne sais pas comment dire, qui sont de plus en plus réalistes. On a des voix aussi qui sont de plus en plus agréables. Là où avant, si on prenait la voix d'IA, on avait l'impression d'être formé par le GPS, donc c'était quand même pas très agréable. Et payer vraiment voilà, un acteur ou une vraie voix humaine, ça avait un coût. Et tout ça, aujourd'hui, vraiment, ça se démocratise. Et donc, ça me fait craindre, clairement, qu'on ait une tentation d'aller vers cette facilité du format vidéo qui, en soi, ne coche pas toutes les cases, loin de là, quoi. En ouverture finale, est-ce qu'il y a un message en particulier que tu aimerais partager? Un petit peu en synthèse de ce qu'on s'est dit, je pense que le message que je pourrais adresser à l'ensemble des acteurs, on va dire, de l'écosystème de la formation, ce serait que il faut accepter que le cerveau ait des limites.
mais ces limites-là, elles vont vraiment guider, nos pratiques, professionnelles. Donc en fait, c'est pas un problème en soi, mais c'est une composante, voire la composante, à partir duquel tout le reste, découle. Donc de ce fait, si on s'intéresse, si on comprend, comment fonctionne le cerveau des apprenants, bah, on optimise la probabilité, de sortir de la simple information pour pouvoir proposer, vraiment des formations qui accompagnent, la montée en compétences. Merci d'avoir écouté cet épisode d'apprentissage et pratique éclairée. Ce podcast fait partie des actions de sensibilisation portées par Cogix dans le cadre du projet Siconum, soutenu par l'État dans le programme France 2030, opéré par la Caisse des dépôts. Le projet Siconum, qui réunit 17 partenaires dont Cogix, vise à intégrer les apports des sciences cognitives dans l'éducation et la formation numérique, afin d'améliorer les méthodes de transmission et les outils d'apprentissage. Cogix est une agence de conseil et de formation qui mobilise les sciences cognitives pour adapter le travail au fonctionnement humain. Elle accompagne les organisations en s'appuyant sur la compréhension des mécanismes cognitifs et sociaux pour améliorer la qualité de vie au travail. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour découvrir les prochains épisodes.